Cher Sandro, cher Roberto, monsieur le vice-directeur de la Direction des Affaires européennes, monsieur Pascal Fontaine, monsieur le professeur Gilbert Casasus, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames, messieurs, chers amis. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir cet événement de ce soir en ma qualité de vice-président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Et j'aimerais adresser mes remerciements tout spécialement à l'Université de Fribourg, représentée ici par le professeur Casasus, qui est notre partenaire pour l'organisation de cette conférence, et mes remerciements aussi à l'Université de Lausanne et à ses services pour leur soutien essentiel. Je suis particulièrement heureux d'accueillir M. Sandro Gozzi, que j'ai eu le plaisir de côtoyer pendant quelque temps, alors que j'étais secrétaire d'État aux négociations avec l'Union européenne et que lui-même était secrétaire d'État aux affaires européennes à Rome. Et on a eu des discussions à l'époque sur la libre circulation des personnes, sur les frontaliers, et c'était des sujets hyper sensibles qui le restent encore aujourd'hui. Mais grâce à votre bonne volonté et à votre perspicacité, on a pu quand même faire des progrès importants à l'époque et trouver une solution après le référendum populaire suisse qui avait accepté une initiative imposant des restrictions à la libre circulation des personnes et qui souhaitait mettre en place des contingents. Il a fallu beaucoup de créativité pour trouver une solution win-win. Mais quand il y a de la bonne volonté, de la volonté politique, on arrive. En tout cas, merci pour la bonne coopération à l'époque. À part cet épisode, à l'époque, vous étiez déjà délégué aux affaires européennes des gouvernements de M. Matteo Renzi, puis de M. Paolo Gentiloni. Et précédemment, vous avez fait un doctorat en droit public à l'Université de Bologne, un DEA de relations internationales à l'Institut d'études politiques de Paris, un master à l'Université libre de Bruxelles. Et puis ensuite, vous avez été professeur de 1999 à 2009 à Sciences Po à Paris, au Collège de l'Europe à Bruges, à HEC à Paris et à l'Université de Bologne. Et puis, vous avez été conseiller politique du président de la Commission européenne et député au Parlement italien. En mai 2019, vous avez été élu en France sur la liste de la majorité La République en marche aux élections européennes. Et depuis cet été, vous êtes chargé de mission aux affaires européennes auprès du Premier ministre français Édouard Philippe. Un parcours éminemment européen, académique, politique, actif, opérationnel, et le tout avec élégance et charme. Alors, ça ne gâche rien. Je suis heureux de vous présenter ce soir également les deux animateurs de la discussion qui sont sur le podium, et M. Pascal Fontaine, qui est le dernier assistant de Jean Monnet, directeur honoraire au Parlement européen et vice-président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Et puis, à ma droite, le professeur Gilbert Casasus, historien, politologue, professeur en études européennes à l'Université de Fribourg. M. Gozzi a intitulé sa conférence « L'Union européenne à l'aube du Brexit ». Le moment choisi est particulièrement intéressant, à savoir après les élections européennes, au moment où un nouveau Parlement et une nouvelle Commission se mettent en place, et à en croire le Premier ministre britannique, dans 5 semaines, le Brexit sera devenu réalité. Le tout intervenant dans un contexte international particulièrement complexe, chargé de tensions et d'incertitudes. Pensons simplement aux relations entre la Chine et les États-Unis, à tout ce qui se passe dans le Golfe Persique. Enfin, les sujets d'inquiétude ne manquent pas. La montée des populismes dans différents pays. Et dans ce contexte-là, c'est clair qu'il est d'autant plus important que les valeurs européennes soient portées haut et affirmées avec conviction et engagement. Et donc, même la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, a besoin d'une Europe forte. Et là, on a besoin de gens comme vous pour avoir une Europe forte, M. Gozzi. Mais j'aurais quelques questions que je vais évoquer maintenant. Et peut-être que vous pourrez nous donner des éléments de réponse dans votre présentation. Est-ce que le Brexit va vraiment avoir lieu?
Ou est-ce qu'un nouveau référendum peut être encore décidé? Va-t-on vers un hard Brexit ou bien parviendra-t-on à un deal? Comment vont se recomposer les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Le Royaume-Uni s'oriente-t-il vers une participation à une union douanière, à l'espace économique européen, ou à une solution sectorielle sur mesure comme la Suisse, ou encore vers un simple accord de libre-échange? L'Union européenne, est-ce qu'elle va ressortir affaiblie de ce départ, ou au contraire renforcée à terme, car elle sera plus homogène? La Suisse aussi sera affectée par le Brexit. Et pour permettre une transition sans choc, des accords ont été négociés, notamment dans les domaines de la libre circulation des personnes et des transports, entre la Suisse et le Royaume-Uni. Mais plusieurs domaines dépendront aussi de l'évolution des relations entre l'Union européenne et, d'une part, et la Suisse, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais en particulier aussi les relations, parce qu'il y a des relations triangulaires, et donc on est très curieux de savoir ce qui va se passer tant entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qu'entre la Suisse et l'Union européenne. Et dans ce contexte, je serais très intéressé, Sandro, d'avoir tes vues sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne, sur la finalisation de l'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne, et sur les perspectives. Comment vois-tu la suite? Et peut-être que ça intéressera certains d'entre nous aussi d'entendre ton point de vue sur pourquoi l'Union européenne est tellement pressée de conclure un accord cadre avec la Suisse. Et je pense qu'ils l'entendent d'un représentant de l'Union européenne a beaucoup plus d'impact que venant d'un diplomate suisse. Alors, si tu arrives à avoir des éléments de réponse sur ces différents points dans ta présentation, j'en serais très intéressé. Après la conférence du président de la Fondation Jean Monnet, M. Pat Cox, en juin dernier, nous rappelant l'enchaînement des faits qui ont conduit à la situation actuelle au Royaume-Uni, nous nous réjouissons d'entendre M. Gozzi et j'ai l'honneur de lui passer la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment très content d'être à nouveau en Suisse. Et je veux remercier tout d'abord les personnes qui m'ont permis d'être encore ici avec vous à discuter de mon engagement, de ma passion, des projets pour lesquels je suis rentré en politique qui s'appellent Europe et qui s'appelle l'Union européenne. Je veux remercier le directeur de la Fondation Jean Monnet, Gilles Grain, qui m'a permis finalement de visiter la Fondation. J'en avais entendu parler, pas de Jean Monnet seulement, de la Fondation. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance de visiter un petit joyau de mémoire et d'avenir européen. Et je vous dirai dans quelques instants pourquoi d'avenir européen et pas seulement des mémoires européennes. Et ça m'a fait plaisir que ça soit en Suisse, parce que la Suisse fait partie du grand projet européen. Et je commence à répondre aussi comme ça à la demande de Jacques. Je suis ravi de retrouver Jacques de Watteville. Et je le remercie beaucoup pour ces mots. Tu as mis la barre très haut. Mais je la prends comme un signe d'amitié et de bonne coopération que nous avons eues quand j'avais l'honneur de représenter l'Italie dans les négociations européennes, dans la négociation aussi euro-bilatérale qu'on a eue et que tu as voulu bien rappeler. Je suis ravi de retrouver l'autre vice-président de la Fondation Jean Monnet, Pascal Fontaine, que j'ai pu voir à l'œuvre quand j'ai commencé, mais pas européen. Il était bien engagé, un haut fonctionnaire remarquable du Parlement européen. Donc, merci, cher Pascal Fontaine, d'être ici avec vous. Je suis content. Et puis, c'était vraiment très transnational et européen, parce qu'on a fait une rencontre en italien et en français, alors qu'on traitait d'un sujet pour lequel j'étais ici là en tant que chargé de mission pour les affaires européennes du Premier ministre français, avec Roberto Bazzaretti. Je crois que c'était dans la méthode et dans les langues au moins un bon exemple de ce qu'on entend pour Europe. C'est la pluralité, le pluralisme, qui est aussi un pluralisme linguistique. Et donc, on peut bien utiliser aussi l'italien, avec le français, pour traiter des questions qui concernent la France, la Suisse et l'Union européenne. Et je remercie l'ambassadeur Frédéric Journes, qui m'a montré aussi ses excellentes qualités linguistiques.
en italien aussi, mais en français évidemment. Après, on a poursuivi bien sûr en français. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être ici. Et merci aussi au consul général Patrick Lachaussée d'avoir bien voulu assurer sa présence ici ce soir, ainsi que les autres représentants du corps diplomatique. J'ai fini, mais je suis président de l'Union fédéraliste européenne. Donc, si je ne souligne pas la présence et l'amitié de François Chérix et de Raphaël Betz, je ferai un grave tort à la cause européenne en Suisse et à la cause européenne dans l'Union européenne. Donc, merci, chers amis, d'être ici parmi vous. Je termine là parce que je n'ai pas la boule de cristal. Et comme je n'ai pas la boule de cristal, cher Jacques, je ne suis pas sûr d'avoir des réponses très fermes et très tranchantes sur les bonnes questions que tu m'as posées. Mais j'essaierai d'y répondre en commençant par les affiches qui sont dans la Fondation Jean Monnet. Parce que je crois que là, et dans les écrits de Jean Monnet, parce que je crois qu'il y a là, on peut trouver aussi quelques traces, quelques éléments, quelques ingrédients d'une réponse possible à l'avenir de l'Union européenne à l'aube du Brexit. L'aube. Il y a eu un ouvrage qui est sorti il y a quelques années en France sur la campagne électorale d'un autre président français, qui n'est plus en exercice, dont les titres c'était « L'aube, les jours et la nuit ». Et je crois finalement que c'est comme ça qu'on aurait dû titrer, et c'est de ma faute, je n'ai pas pensé, mais je ne pensais pas que les évolutions entre Londres et Bruxelles auraient été aussi incertaines, peut-être à l'aube, les jours et la nuit du Brexit. Ça aurait été sans doute un titre sur lequel il y a les droits d'auteur, qui concerne une autre campagne électorale, mais qui ça aurait été très, très pertinent. Pourquoi je veux commencer cependant par les écrits de Jean Monnet? Tout d'abord, parce que j'ai fait mien, depuis que je suis engagé activement dans les institutions européennes ou dans les gouvernements européens, une phrase de Jean Monnet dont on a beaucoup besoin aujourd'hui encore. Parce que souvent, même avant, la RTS m'a demandé si j'étais optimiste, comment je voyais les choses. Est-ce que les choses vont s'améliorer? Est-ce qu'il y aura un véritable démarrage d'un nouveau cycle politique? Et moi, depuis que je m'occupe des affaires européennes, je dis toujours, écoutez, je ne suis pas optimiste ni pessimiste, je suis déterminé, qui est la phrase de Jean Monnet, et c'est la phrase dont on a besoin aujourd'hui, dont on a toujours eu besoin pour cet grand effort qui est la construction européenne. Donc, sur la question sur laquelle vous m'avez demandé d'intervenir, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis déterminé à quoi faire. Je suis déterminé sans doute à relancer l'intégration européenne et relancer l'Union européenne. En sachant que il y a, et là c'est un autre enseignement de la Fondation Jean Monnet, en sachant qu'il faut sans doute abandonner pour l'avenir de l'Europe la logique des chantages unilatéraux et la logique des veto. La logique, et après on arrive aux règles. Regardez, visitez la Fondation, vous trouverez deux dessins, deux affiches qui disent tout sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui a marché, ce qui ne marche pas. Et qui explique bien pourquoi l'engagement, notre engagement, l'engagement du président de la République française, qui a eu l'occasion de s'exprimer ici en Suisse, lors de la célébration de l'Organisation internationale du travail, vont dans le sens de l'Europe souveraine, de l'Europe démocratique et de la relance d'un multilatéralisme efficace et juste. Vous prenez deux affiches. L'affiche qui décrit la Société des Nations, très confus, on ne comprend rien, chacun va de son côté, on a l'impression que les personnages vont s'investir l'un l'autre, il y a
un Jean Monnet avec son cognac qui vole sur la Société des Nations. Donc c'est la confusion absolue et l'inertie et la paralysie. Ça c'était la Société des Nations. La Société des Nations dans laquelle les égoïsmes nationaux et la logique du veto a amené à l'impasse. Après, vous avez une autre affiche. Une autre affiche, celle-ci en italien, parce qu'on était en Italie, parce que c'était le 25 mars 1957, et parce qu'on s'apprêtait dans la salle des Horaces et des Curias à signer les traités établissant une communauté économique européenne. Et vous avez 6 jeunes filles, une italienne, une française, une allemande, une belge, une luxembourgeoise et une néerlandaise, qui sourient, et ils avaient bien raison de sourire, parce que justement, grâce au travail de Jean Monnet, grâce à la logique de l'esprit communautaire, grâce à la logique d'une décision à la majorité et pas à l'unanimité, avec les soutiens démocratiques et les rôles croissants du Parlement européen, on a pu réaliser cette chose extraordinaire qui s'appelle l'Union européenne. Et ce sont les ingrédients et ce sont les éléments et ce sont les enseignements qui nous sont très utiles aujourd'hui pour relancer l'Union européenne. Alors, je vais parler dans cette deuxième partie, avant de comment je vois et pourquoi je vois la nécessité et la possibilité d'une véritable renaissance européenne, d'une véritable refondation européenne, d'une véritable relance et comment, et aussi comment ceci se lie à la question du Brexit et à l'avenir et à la nouvelle architecture institutionnelle et politique européenne que nous devons bâtir ensemble à l'avenir, tout d'abord dans ce nouveau cycle politique européen qui va s'ouvrir le 1er novembre avec la mise en place, je l'espère, si le Parlement européen le voudra, et de la nouvelle Commission européenne. Moi, je crois qu'il y a les pires ennemis de l'Union européenne, ce n'est pas ce que nous pensons. Non, ce n'est pas les nationalismes, les pires ennemis de l'Union européenne. Les nationalismes, c'est un adversaire. C'est un adversaire politique, dangereux, pas aussi fort que nous pouvions les penser ou les craindre il y a quelques mois, mais quand même bien présent. Et c'est face au nationalisme que nous devons élaborer, trouver dans nos sociétés, au niveau national, au niveau européen, des solutions radicalement alternatives. Donc je ne suis pas là pour minimiser les nationalismes, pour minimiser ce qui les nationalismes amènent, avec les racismes, avec la xénophobie, avec l'antisémitisme, avec la haine de celui qui est différent. Je ne suis pas là pour minimiser ça. Mais le pire ennemi de notre Constitution européenne, c'est le statu quo. Le statu quo, c'est le pire ennemi de l'Union européenne parce que l'Union européenne telle qu'elle est, elle n'est pas à même de répondre aux nouvelles questions, aux nouvelles demandes, aux nouvelles craintes, aux nouvelles peurs, aux nouveaux espoirs des Européens et de la société européenne. Donc, nous devons sortir du statu quo. Et nous devons sortir du statu quo en nous libérant de la dictature de l'urgence. Dans la dernière décennie, l'Union européenne a traîné dans le statu quo et elle a trouvé des solutions de la dernière minute, de la 25e heure, sous la dictature de l'urgence. Regardez la Grèce, regardez la question des migratoires, regardez la crise syrienne. Nous devons tourner la page, et pour tourner la page, nous devons prendre acte que les nationalistes d'un côté et les Brexiteers de l'autre, ils avaient raison. Prends. Alors, qu'est-ce que tu dis? Pose. Oui, ils avaient raison. Ils ont posé la bonne question. Let's take back control, c'est la bonne question. Oui. Aujourd'hui, la crise du politique est liée à la perte des contrôles. Aujourd'hui, la politique nationale a perdu les contrôles
sur des questions qui sont éminemment transnationales. Aujourd'hui, la politique nationale n'arrive plus à gouverner pour l'intérêt général, n'arrive plus à assurer des nouveaux biens publics face à des questions qui lui échappent. Parce que, par nature, ou par nature, sont des questions qui dépassent les frontières nationales. Les changements climatiques, ce n'est pas une question nationale. L'immigration, ce n'est pas une question nationale. Et la réponse nationaliste à l'immigration signifie subir l'immigration au lieu de la gouverner. La question de la finance, désormais globale et globalisée, ce n'est plus une question nationale. On a appris, dans les dernières années, pour le moment, les choses vont mieux, mais vaut mieux pour l'expérience que nous avons acquis. Le terrorisme, c'est désormais un terrorisme pleinement transnational. Nous ne parlons pas du crime organisé, nous ne parlons pas des réseaux mafieux de différents types. Face à ces questions, la politique nationale est de plus en plus impuissante. Donc c'est vrai, on doit reprendre le contrôle. La bonne raison des nationalistes et des Brexiteers s'arrête là, d'après moi. Dans le sens que la question est bien posée. D'après moi, c'est la vraie question. La réponse est très mauvaise. La réponse ne peut pas être de se renfermer dans des politiques nationales, voire nationalistes. La réponse ne peut pas être, pour résoudre des problèmes qui m'échappent, j'échappe à l'histoire, je sors du monde, je sors de l'Union européenne et donc j'ai résolu mes problèmes. En sortant de l'Union européenne, je pourrais reprendre le contrôle sur la finance, sur le climat, sur l'immigration. Évidemment, la réponse est mauvaise. Évidemment, la réponse est radicalement opposée. La bonne réponse, selon moi, c'est celle de bâtir une Europe souveraine et démocratique. Et l'Europe souveraine et démocratique, c'est une Europe qui se donne les moyens, se donne l'ambition tout d'abord, et se donne les moyens ensuite de reprendre contrôle sur des questions qui échappent à la politique nationale. C'est pour cela que la réponse, c'est pour cela ce que nous devons faire, c'est pour cela que ce que nous attendons, avant tout de la nouvelle Commission européenne et du nouveau Parlement européen, c'est de commencer à construire cette Europe souveraine dans les domaines où la souveraineté nationale ne suffit plus. C'est pour cela que nous voulons une Europe puissance verte. Parce que c'est seulement à travers une action forte de l'Union européenne dans la lutte contre les changements climatiques que nous pourrons être les protagonistes d'une transition qui est une transition de société. La transition écologique, c'est une question de société, ce n'est pas une question sectorielle. C'est une révolution sociétale dans laquelle l'Union européenne doit se donner les moyens d'être la protagoniste. C'est pour cela que nous voulons créer une banque finance-climat. Parce que la finance doit être mise au service des objectifs des luttes contre les changements climatiques, qui sont des objectifs aussi intergénérationnels, qui sont des objectifs de justice intergénérationnelle. C'est un moyen de répondre à la demande de la jeunesse européenne et globale. Pour cela, il est clair que nous avons besoin de nouveaux pouvoirs et de nouveaux instruments au niveau européen. L'Europe souveraine est avant tout une Europe verte. Mais on doit aussi mieux assurer notre défense et notre sécurité. On ne peut pas continuer avec 28 armées, 18 forces des mers, 17 forces aériennes qui n'ont pas une culture stratégique commune, qui ont toujours des problèmes d'interopérabilité, qui ne donnent pas les moyens d'avoir la mise en commun des équipements civils pour faciliter pour être plus rapide à intervenir en tant qu'Européens là où nous devons intervenir. Ça, c'est la question de l'Europe de la défense et de la sécurité, sur laquelle nous avons fait dans les dernières années des pas en avant qu'on n'aurait jamais pu penser de faire.
les coopérations renforcées, les groupes de pays qui vont de l'avant dans le développement d'une coopération militaire et de défense plus accrue, les fonds européens pour la défense. Mais ceci ne suffit pas, ce sont des premiers pas. Ça ne veut pas du tout dire remettre en question l'alliance transatlantique, ça veut dire être mieux à même en tant qu'Européens d'assumer nos responsabilités et de répondre là aussi à des questions transnationales. Il s'agit de construire une Europe qui soit en phase avec les besoins, pas seulement de l'économie, mais des sociétés, de la société européenne. Il faut des investissements verts, il faut des investissements dans le numérique, il faut des investissements dans les technologies d'avenir. Il faut donner à l'Europe un nouveau plan. Et il faut aussi permettre aux États membres de mieux atteindre ces objectifs. Donc la question de l'Europe numérique. Est-ce que dans le numérique, on ne voit pas le besoin d'avoir une souveraineté au niveau européen? Est-ce que face aux GAFA, face aux défis que les GAFA posent du point de vue fiscal, du point de vue de la protection des données, du point de vue des respects des droits fondamentaux. Est-ce que là, on voit pas les besoins d'utiliser tout notre poids des puissances juridiques et économiques pour mettre ces géants mondiaux au service des objectifs qui sont compatibles avec nos valeurs? Est-ce que des États au nord dispersés peuvent faire face, peuvent gagner ces défis? Moi, je ne le crois pas. C'est l'autre point sur lequel nous voulons voir une avancée importante. Et tout cela doit être fait en sachant que l'Europe aussi doit faire sa part dans la lutte contre les inégalités. Il faut tourner la page avec cette attitude selon laquelle l'Europe devait s'occuper du marché et de la monnaie et les questions sociales étaient laissées strictement aux États membres. Et ça, je crois que c'est important aussi pour les débats dans d'autres pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne comme la Suisse. Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas des masochistes. Nous voulons avancer dans l'Europe sociale. Nous voulons avoir un nouveau bouclier social dans l'Union européenne. Nous voulons élever les standards sociaux. Nous voulons assurer la liberté de circulation dans les marchés européens, mais en assurant des standards sociaux vers les hauts, pas vers les bas. Et on a fait, l'année dernière, une avancée formidable, par exemple, sur la libre circulation des travailleurs détachés. On a commencé à introduire les principes à travail égal, salaire égal. Ils nous disaient c'est impossible. Vous n'y arriverez jamais. Les pays de l'Est n'accepteront jamais. C'est une bataille à ne pas faire. Souvent, en Europe, ils nous ont dit que c'était impossible. C'était impossible le marché unique, c'était impossible la monnaie unique. Et maintenant, on nous dit que c'est impossible un bouclier social. C'est vrai qu'en visitant la Fondation Jean Monnet, on a vu les priorités de l'Europe dans les années 80, dans les années 90, et on parlait Europe sociale, Europe sociale, Europe sociale. Mais maintenant, on commence à avoir des avancées, et il est clair que pour nous, ce qu'on a fait avec la libre circulation des travailleurs détachés et les principes à travail égal, salaire égal, c'est seulement l'acte 1 d'une nouvelle Europe sociale. Il faudra aussi travailler sur les cotisations sociales. Il faut que la libre circulation des services soit une opportunité pour les travailleurs, une opportunité pour les entreprises, mais ne soit pas les moyens de tirer vers le bas des standards sociaux élevés. C'est ça l'objectif. Et je crois que dans les débats suisses, vous devez en tenir compte. Nous allons dans cette direction. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est engagée devant le Parlement européen à aller dans cette direction de l'Europe sociale, du bouclier social. Parce que le temps est fini de ces partages de travail inefficaces selon lesquels l'Europe s'occupe des marchés et les sociales seulement aux États membres. Les sociales, c'est aussi une question fondamentale de l'Union européenne. C'est l'Europe que nous voulons. C'est une Europe qui assume pleine la responsabilité d'une politique d'égalité des chances vraie.
nous avons proposé pendant la campagne électorale, et nous proposons maintenant, et le gouvernement français et la liste Renaissance au Parlement européen, la délégation Renaissance au Parlement européen, un pacte Simone Veil. Un pacte Simone Veil, à savoir, nous voulons aller chercher les meilleures pratiques pour l'égalité des chances, pour l'égalité homme-femme dans les différents États membres, et essayer de mettre ensemble les meilleures pratiques et proposer aux États européens, pas seulement aux États membres de l'Union européenne, de reprendre les meilleures pratiques qu'on a vu développer au niveau national. Pour la question des conseils d'administration, vous serez étonnés, mais les pays dans lesquels je suis né ont une loi qui est très avancée pour assurer l'égalité dans les conseils d'administration des grandes sociétés. C'est une bonne pratique. Il y a d'autres pays qui ont d'autres bonnes pratiques pour assurer une véritable égalité hommes-femmes. Ce sont ça les questions qui sont au cœur de notre débat de société. Ce sont ça les questions sur lesquelles nous devons organiser la nouvelle Union européenne fondée sur des valeurs qui sont communes à la Confédération helvétique et à l'Union européenne. Avant tout l'état de droit, avant tout les droits fondamentaux, avant tout les valeurs démocratiques, qui sont aujourd'hui mises en péril aussi à l'intérieur de l'Union européenne, et pour lesquelles nous devons nous donner les moyens. Donc nous devons introduire des nouveaux mécanismes pour vérifier, pour prévenir les risques d'attente graves à l'état de droit, pour sanctionner de façon plus efficace et plus rapide les violations de l'état de droit. Nous voulons introduire une nouvelle conditionnalité. Moi, je vous l'ai dit de façon très directe. On ne peut pas accepter qu'il y ait à l'intérieur de l'Union européenne des gouvernements qui sont très européens quand il s'agit de recevoir des fonds pour le développement local, des fonds pour la cohésion, et qui devient tout d'un coup très nationaliste quand il s'agit de faire leur part dans la solidarité pour la migration et l'asile, et qui deviennent très nationalistes encore plus quand il s'agit de respecter les engagements de l'État de droit auxquels tous les États membres de l'Union européenne sont engagés du moment où ils deviennent membres de l'Union européenne. Ça, c'est l'Europe que nous voulons. Alors, il est clair que pour cela, il faut de la clarté. Et l'aube, les jours et la nuit, comme j'ai amendé les titres de cette conférence, on n'y est pas. On est dans l'aube, dans les jours et dans la nuit avec nos amis britanniques. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour Londres et c'est un problème pour nous. Le message fondamental, c'est nous devons sortir de cette incertitude. Sortons de l'incertitude parce que l'incertitude est mauvaise pour tout le monde. Est mauvaise pour les Britanniques, est mauvaise pour l'économie britannique, est mauvaise pour l'entreprise britannique, est mauvaise pour l'Union européenne, est mauvaise pour les PME françaises, est mauvaise pour la gestion des calais Douvres, est mauvaise pour ceux qui ont fait les choix. Elle est mauvaise pour les Anglais qui ont un projet de vie en France, en Italie, en Allemagne. Elle est mauvaise pour les ressortissants de l'Union européenne qui ont eu seulement la responsabilité. Leur faute, c'était de croire à leur avenir dans un pays que j'adore comme le Royaume-Uni. Il faut donner des certitudes. Et ça, c'est la première question. Il faut donner des certitudes en disant ce que je dis toujours depuis la nuit du 23 juin 2016. Je mentionnerai tout le temps, j'en ai parlé même dans un livre que j'ai publié, parce que j'étais membre du gouvernement italien, et le 24 juin, le lendemain du référendum du Brexit, on avait convoqué un conseil affaires générales, la réunion des ministres des Affaires européennes des États membres, on était réunis pour faire la première évaluation du résultat du référendum britannique. Je me souviens, j'arrive dans un hôtel à Luxembourg, on me demande de faire un débat, une interview en direct avec une télévision italienne. J'avais dans les studios un représentant de la Lega, Claudio Borghi,
que c'est lui, président de la Commission Finances, qui théorise la sortie de l'Italie de la zone euro de l'Union européenne. J'avais en duplex Beppe Grillo, que je crois dont vous avez entendu parler. Et puis il y avait le pauvre secrétaire d'État aux Affaires européennes du gouvernement Renzi à l'époque, qui était à Luxembourg. Et à 1h du matin, j'avais un grand sourire avant d'aller me coucher. Et la Lega et les 5 étoiles, Beppe Grillo disaient, oui, on a perdu. Et on pensait à 1h du matin, selon les premiers résultats qu'on avait, que les Remain avaient gagné. Et puis, donc, je vais me coucher bien, tranquille. Je vais commencer à dire, annoncer un peu ce que j'aurais dit le lendemain au Conseil des ministres européens. Et puis, à 4h30 du matin, je reçois sur WhatsApp un message du président du Conseil italien, Matteo Renzi, qui me dit « Est-ce que tu as d'autres résultats ?» Alors là, j'ai dit « Oh, là, il y a un problème. » J'appelle ce qui est aujourd'hui l'actuel ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, Edward Llewellyn, qui était à l'époque chef de cabinet de David Cameron à 10 Downing Street. Et je dis, Edward, what's going on? It's over. Donc, en 3 heures, il faut se méfier des sondages dans le référendum, en 3 heures, mon Europe et mon monde avaient changé radicalement. Et du lendemain, moi, j'utilisais la politique des 3 R. Ça marche en français, ça marche en anglais. Ça ne marche pas en italien, mais tant pis. Moi, je regrette énormément les choix des Britanniques. Je regrette énormément que les Britanniques aient choisi de nous quitter. Je les regrette. Si j'avais été britannique, j'aurais sans doute voté pour rester. Et ça, je crois que c'est un sentiment, sauf à l'exception de Marine Le Pen, Matteo Salvini, quelques d'autres, largement partagé dans toute l'Union européenne et je crois aussi en Suisse. Mais je ne me permettrai pas d'interpréter l'attitude suisse vis-à-vis du Brexit, ni vis-à-vis de l'Union européenne. La deuxième point, c'est respecter. Respecter. Et là, déjà, on n'a plus d'unanimité, mesdames et messieurs. Et ça, c'est un gros problème. Nous devons respecter les choix du peuple britannique. Le peuple britannique a décidé de quitter l'Union européenne. Nous ne pouvons pas être perçus dans les blame games, comme on dit en bon français, comme ceux qui veulent bloquer, veulent empêcher, veulent rendre plus difficile les choix du peuple britannique. Et moi, je vous dis ça, j'en suis intimement convaincu que c'est une faute politique majeure qu'on risquerait de faire, de permettre aux Brexiteers, aux nationalistes autour de l'Union européenne, de dire l'Union européenne est complice, between brackets, quote, est complice de ceux qui veulent empêcher que la volonté du peuple britannique soit respectée. Nous ne pouvons pas faire passer la manipulation, la fake news, selon laquelle l'Union européenne n'aime pas la démocratie, n'aime pas les référendums, ou alors est prête à respecter les référendums seulement quand la réponse est celle que nous voulons entendre. Et moi, je vous dis ça aussi à la lumière de ce qu'on perçoit. Ce n'est pas qu'en campagne électorale que j'ai fait dans une liste en France, mais dans laquelle il y avait 7 nationalités, la liste Renaissance dans laquelle j'étais élu, quand je suis élu, mais on attendait Brexit, il y avait 7 nationalités. Il y avait 7 nationalités représentées dans la liste Renaissance. Il y avait la nationalité française, évidemment, mais il y avait 6 autres nationalités, parmi lesquelles l'italienne, la mienne.
Et donc, on ne peut pas prétendre qu'il n'y avait pas seulement les plateaux télévisés. Moi, j'ai fait une vraie campagne électorale, marché en province, département Haute-Loire, Toulon, les marchés des conventions, l'autre marché des Grenelles, etc. On ne peut pas prétendre que les citoyens aient la maîtrise du Brexit, que seulement un groupe très restreint, une élite très restreinte, maîtrise toutes les questions liées au Brexit. Mais ce que disaient les gens au marché, c'est, tout d'abord, mais ils ne sont pas encore sortis. Et d'autres, ah, mais vous n'allez pas les laisser sortir. Vous allez faire ce que vous avez fait avec nous, avec les traités constitutionnels de 2005. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'était difficile à expliquer que finalement, le traité de Lisbonne a bien tenu compte du rejet du traité constitutionnel de 2005. Parce que s'il y a le Brexit aujourd'hui, article 50, c'est parce qu'avec le traité de Lisbonne, en tenant compte du rejet du traité constitutionnel de 2005, on a introduit une clause qui décrit la procédure pour sortir de l'Union européenne. Mais le message qui est passé parmi les électeurs français, c'est qu'ils ont dit non au traité constitutionnel de 2005 et on a remis quand même les traités constitutionnels en passant par la porte de service avec les traités de Lisbonne. Je peux vous garder ici 3 heures, je ne le ferai pas, en vous expliquant pourquoi en fait les traités de Lisbonne a bien tenu compte des exigences qui sont émergées lors du référendum néerlandais-français. Mais la perception a été celle-ci. Aujourd'hui, on ne peut pas courir les mêmes risques. La troisième chose, c'est remplacer. Regretter, respecter et remplacer. Il faut remplacer l'appartenance de l'Union européenne, du Royaume-Uni à l'Union européenne, la membership. Il faut la remplacer avec un partenariat, une partnership très étroite, notamment dans la sécurité, dans la coopération policière et judiciaire, et dans les commerces. Parce que le Royaume-Uni reste un partenaire stratégique pour nous tous. Et donc, il faut, d'après moi je regrette, il faut respecter, nous devons le faire tous, et il faut remplacer. C'est pour cela qu'il est clair qu'il faut sortir de l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer, me demandait Jacques. Moi, je vous dis de façon très claire, nous n'étions pas convaincus, quand je dis nous, cette fois-ci, gouvernement français, nous n'étions pas convaincus en avril de la demande de donner de reporter d'1 an le Brexit. Il y a eu un sommet européen très compliqué. Le président Macron a eu une position très, très nette. Je crois que depuis lors, il y a pas mal de leaders qui ont bien compris les bien fondés de la position du président français. Ces 6 mois ne me semblent pas avoir été utilisés de la bonne manière à Londres, et pas seulement à Downing Street, mais aussi à Westminster. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiant, avec mon père, vous étiez des gros malades, vous peut-être, mais les mercredis après-midi, on venait d'avoir Sky News UK. C'était au début de la télévision satellite. On avait fait un abonnement, on avait Sky News. Et l'avantage pour nous, passionnés de politique à l'époque, mon père n'était pas en politique, moi je n'étais pas en politique à l'époque, je suis rentré en politique très tard, mais on était passionnés de politique et on est passionnés de la démocratie parlementaire britannique. Et donc, on regardait à la télé, Sky News, et les mercredis après-midi, les question time. Et on disait, wow, qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est différent du Parlement italien. Pas difficile, vous dire. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis vraiment très désolé de voir l'impasse dans laquelle, pas seulement Downing Street, mais aussi Westminster se trouve. Parce qu'on a beau critiquer Theresa May et Boris Johnson. Disons qu'ils ont 2 styles différents, les deux. Quelques petites différences de style. Mais je dois dire aussi que le Parlement britannique est capable seulement de dire non à tout. Mais ils n'ont dit oui à rien.
ils ont dit non 3 fois à l'accord qu'on avait signé et sur lequel on a approuvé. Les 27 parlements européens de l'Union européenne ont approuvé un accord. On l'a négocié avec Theresa May. Les parlements européens l'ont rejeté 3 fois. Pour faire justice, rendre justice dans ces cas d'espèce à l'actuel Premier ministre britannique, lui avait voté pour la 13e fois à l'accord négocié par Theresa May. Le Parlement de Westminster a dit non, on ne veut pas cet accord. Non, on ne veut pas un no deal. Personne ne travaille pour les no deal. Est-ce qu'ils ont... non, on ne veut pas rester, parce qu'il y a eu une majorité là-dessus aussi. Donc, ils ont dit qu'ils veulent sortir, et c'est leur peuple qui l'a décidé. Mais ils ont dit oui à quoi? À rien. Et moi, j'espère, et nous devons tout faire dans les peu de temps que nous avons, pour travailler pour qu'on puisse trouver un accord. Trouver un accord, il y a toute la volonté de notre part, même si on est prêt aussi au pire, on est prêt à un no deal. La France est très avancée dans la préparation. Le Premier ministre Édouard Philippe, il y a 1 an et demi, avait décidé, en toute cas de cause, de se préparer à l'hypothèse no deal. Mais il faut utiliser les peu de temps qu'on a pour négocier un accord, trouver un accord et espérer, cependant, que ce nouvel accord possible. Moi, j'ai cité Jean Monnet au début. Ni optimiste, ni pessimiste, déterminé. Nous sommes tout à fait déterminés à travailler pour un accord, mais il faut espérer qu'après cet accord soit ratifié, approuvé par les parlements de Westminster. Est-ce qu'on doit donner plus de temps aux Britanniques? For very good reasons. Pour de bonnes raisons. Et les bonnes raisons pour nous sont 2. Élection générale ou nouveau référendum. On n'en parle moins du nouveau référendum. On parle d'élection générale. Évidemment, on a toujours dit que s'il y avait des élections générales, on prendrait acte. Et s'il y a une demande, formelle de la part du gouvernement britannique, de demander un peu plus de temps. Et si elle est justifiée, si elle est motivée par des élections générales, la position du Conseil européen a toujours été dit de prendre bien en compte de cela. Mais là, l'aube, le jour et la nuit. On ne sait pas s'il y aura la demande et on ne sait pas s'il y aura des élections générales. Donc, malheureusement, et je termine ici avant d'aller aux conclusions, malheureusement, cher Jacques, là, la question des transfrontaliers entre Italie et Suisse était bien plus facile que les questions qu'il m'a posées ce soir. Mais je crois qu'il faut tout d'abord penser aux 27 peuples qui ont choisi de rester dans l'Union européenne. Il faut concentrer notre énergie, notre attention, notre volonté, nos ressources pour relancer l'Union européenne en pensant aux 27 peuples qui ont décidé démocratiquement de rester dans l'Union européenne. C'est ça notre devoir, à partir du 1er novembre. Et je crois qu'en tout état de cause, et ça serait mes conclusions, il faut repenser l'ensemble de l'organisation du continent européen. Et de ce point de vue, s'il y a Brexit le 31 octobre ou s'il y a Brexit le 31 janvier, je ne sais pas, je m'arrête là. Mais c'est un élément qui va plaider encore plus pour cette réorganisation de l'architecture européenne dont le président Macron a parlé lors de la conférence des ambassadeurs à l'Élysée et sur laquelle, me semble, la présidente Ursula von der Leyen s'est engagée du moment où elle parle d'une commission géopolitique, parce que les questions géopolitiques et les enjeux géopolitiques, ce sont les enjeux fondamentaux que nous devons aborder en tant qu'Union européenne. Vous voyez pourquoi nous avons besoin d'une Europe souveraine et démocratique. Vous voyez pourquoi j'ai parlé des questions de défense et de sécurité. Parce que nous avons un grand défi géopolitique aujourd'hui. Et pour cela, il faut une Europe de la volonté. Une Europe de la volonté qui, d'après moi, doit être basée sur un équilibre. Il faut, pour
il faut un bon équilibre pour avoir un bon mouvement. Et ce bon équilibre doit être assuré, d'après moi, par un rôle très pro-européen et très convaincu de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de façon très ouverte, dans une Europe du libre-choix, à tous les peuples et les gouvernements qui veulent créer un groupe dynamique de peuples d'État qui puissent avancer dans cette direction. Souvenez-vous de mon introduction, non au modèle Société des Nations, oui au modèle Traité de Rome. Donc il faut un groupe dynamique de peuples d'État qui, de façon ouverte et uniquement fondée sur le libre-choix, donne l'impulsion nécessaire pour rapidement obtenir des résultats dans cette Europe souveraine et démocratique. Et il faut aussi sortir de ce dilemme in ou out. Et il faut organiser des partenariats spéciaux très étroits, toujours basés sur le libre-choix, avec des États européens qui ne sont pas, qui choisissent de ne pas être, qui n'ont pas vocation à devenir membres de l'Union européenne. Et en demain, ces partenariats doivent être sans doute établis, remplacés, je vous disais, avec le Royaume-Uni. Mais il faut aussi penser à l'avenir des relations entre l'Union européenne et d'autres États européens qui sont dans le continent, avec lesquels il faut organiser une nouvelle relation. Je pense à l'Ukraine, je pense à la Turquie, je pense, comme il a dit le président de la République, à la Russie, avec toutes les questions problématiques qui se posent, du point de vue de la démocratie, du point de vue des droits fondamentaux, de tout ce que nous savons. Mais du moment où nous repensons de façon géopolitique l'architecture de l'Europe, nous ne pouvons pas nous poser la question comment nous voulons gérer à l'avenir les relations entre l'Union européenne différenciée à densité variable, les États européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne et avec lesquels on doit intensifier nos relations. J'espère que ce sera le cas aussi pour la Suisse. Et notre position, chez Jacques, c'est que nous sommes prêts. Nous sommes prêts avec l'accord institutionnel. Nous souhaitons que les plus vite, on puisse utiliser bien le temps pour avoir ces clarifications. Et nous souhaitons que la Suisse soit bien ancrée à ces projets, à travers l'accord institutionnel dont on est en train de discuter en ce moment. Mais il faut aussi penser aux pays du voisinage. Il faut sortir de la logique in-out et établir de nouveaux partenariats en regardant le Caucase. Il faut remettre la Méditerranée au centre d'une nouvelle stratégie géopolitique européenne. C'est ça, les grands défis que nous avons devant nous. Il ne faut pas trembler face à ces défis. Je me dis toujours que si Jean Monnet, quand il écrivait ses lettres de Londres, avait tremblé, nous n'aurions jamais eu les grands résultats que nous avons eus dans ces 70 années d'histoire d'intégration européenne. Je me dis toujours que si Altiero Spinelli, quand il était exilé, prisonnier, à une époque à Ventotene, une petite île à côté de Naples, et en 1942, l'Europe était sous les jougs nazifascistes. Et lui, il avait le courage, l'ambition de penser qu'un jour, nous aurons eu les États-Unis d'Europe. Si à l'époque, ces géants comme Jean Monnet et Altiero Spinelli, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pouvaient penser l'impensable, nous pouvons aujourd'hui bien avoir des ambitions qui sont beaucoup plus petites par rapport à les leurs, mais nous avons, par rapport à eux, beaucoup plus de responsabilités pour les réaliser. Je vous remercie. Cher monsieur le député élu et j'espère bientôt siégeant, et je suis là partisan d'un Brexit hard, enfin rapide, hein, parce que merci beaucoup pour cette formidable... Il est trop loin du micro. Ah, bon. Trop loin, là ça va? Bon, merci. Cette fantastique fresque de tous les défis que nous avons à résoudre ensemble est
C'est évident que chaque jour qui avance montre combien l'ampleur des tâches dans un monde globalisé est nécessaire. Ce qui me donne mon sentiment, c'est que nous avons quand même depuis 3 ans perdu beaucoup de temps. Il y a une énergie consacrée par les institutions à cette affaire qui est pire qu'un mauvais feuilleton de Netflix. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un... Bon, je n'en rajoute pas plus, mais c'était pas aussi... Bah, je pense qu'il y aurait eu, pour les chefs de gouvernement, des possibilités de ne pas prendre comme alibi ce dossier pour ne pas faire grand-chose. Et vous l'avez dit, le statu quo est notre pire ennemi, parce que les gens veulent des résultats, quelle que soit leur demande, et l'Union européenne ne leur donne pas pour le moment. Alors ça, c'est la première chose, il faut avancer. Maintenant, je vais vous poser une question à laquelle moi qui me tourmente depuis des années. Bien sûr, il faut avancer. On a déjà eu le premier exemple de la CECA qui a avancé avec 6 pays qui le voulaient, qui ont bien manifesté leur volonté, dans le cadre avec comme contexte le Conseil de l'Europe qui était bloqué par le veto. Bon, ça, c'était clair. Maintenant, on est plus ou moins dans la même situation. C'est-à-dire que vous évoquez un groupe de pays qui aimerait bien avancer, qui pourrait avancer, et puis ça devient extrêmement compliqué parce que nous sommes, disons, 27, mais on a quand même mis dans les tuyaux le fait de faire adhérer, et on ne le dit pas trop, mais c'est quand même la Commission travaille dessus, et le Parlement aussi, 4 à 5 ou 6 États balkaniques, pour des raisons également géopolitiques, et économiques, et de sécurité. Donc, on va être, si on dépasse la période actuelle dans les 5-6 ans, sans doute dans une configuration de 32, 34, 35, très nombreuses. Alors là, on peut se demander, mais comment est-ce que ça va fonctionner concrètement? Déjà, il y a la zone euro. Bon, on arrive à circonscrire les membres. La zone Schengen, on circonscrit les membres. Ça ne se recoupe pas complètement. Les coopérations structurées en matière de défense, c'est embryonnaire, mais ça peut fonctionner. C'est intéressant. Ça montre aussi ceux qui veulent avoir une vision stratégique militaire de la défense européenne. Et puis, il y a énormément d'autres cas où il peut y avoir des regroupements. L'Europe de l'Est est tentée de se regrouper dans une union de valeurs chrétiennes, anti-immigration, faisant bloc autour de son passé historique, et pas prête à faire des concessions sur beaucoup de domaines où l'Europe de l'Ouest voudrait la faire avancer. Alors, tout ça pose toutes ces questions de ces géométries variables. Évidemment, ça a l'air séduisant comme ça. Faisons entre ceux qui veulent faire quelque chose, ces choses-là. Et puis, ceux qui ne veulent pas, eh bien, tant pis pour eux, ou bien on va les aider pour qu'ils le fassent bientôt. Mais quid des institutions? Parce que le grand acquis de l'Union européenne, c'est ce formidable système institutionnel qui est crédible et qui donne toute sa légitimité et son efficacité. Qui pourrait remplacer la Commission si on disait à la Commission, mais là, il y a des commissaires qui ne sont pas représentatifs de l'action que l'on veut mener, ils ne peuvent pas faire de propositions. Le collège doit se scinder. Au Parlement européen, vous avez des députés qui ne font pas partie de tel ou tel ou tel secteur. Et on a besoin du contrôle démocratique pour que ces secteurs existent. Au Conseil des ministres, c'est la même chose. Qui va voter, avec quelle majorité? Donc tout ça, ça pose tellement de problèmes que je me demande, et j'espère que vous allez bientôt siéger au Parlement pour nous aider, pour aider la commission institutionnelle et l'ensemble de l'Assemblée à faire des propositions, parce que je ne sais pas si la Commission a envie de faire ce genre de propositions, parce qu'elle n'a pas envie elle-même de dire qu'il y a ce genre de problème. Mais il faut une voie politique, parce que c'est quand même la question de l'avenir de l'Union européenne et de sa cohésion. Merci. Je passe la parole à moi. C'est une des questions clés, celle que M. Fontaine vous avez touchée. Moi, je crois que c'est une question incontournable. On va vers une Europe à densité variable. Et il est clair que c'est souhaitable qu'il y ait un groupe dynamique des peuples d'État qui soit présent dans toutes les coopérations et dans l'Europe à plus haute densité. Et ceci demande sans doute une adaptation des institutions européennes. Moi, je suis convaincu
que les institutions européennes sont assez adaptables et flexibles pour pouvoir gérer cette densité variable, mais c'est sans doute une question fondamentale, institutionnelle, que nous devons aborder et résoudre dans cette législature. Et sur laquelle je crois que le Parlement européen doit jouer un rôle central. Le président Macron, dans sa lettre Renaissance, a esquissé la possibilité, a indiqué la possibilité de faire l'Europe autrement et de réformer l'Europe autrement avec la conférence européenne et avec une participation plus ouverte, une participation citoyenne plus ouverte pour préparer cette nouvelle réforme. On est en train de travailler pour voir comment cette conférence européenne peut se mettre en place. En tout cas, à l'intérieur de ces processus, le Parlement européen, selon mon opinion personnelle, doit jouer un rôle clé jusqu'à déclencher le Parlement européen lui-même un processus si nécessaire de révision du traité suivant l'article 48 du traité. Ce n'est pas seulement les États membres qui peuvent demander une révision du traité, c'est aussi le Parlement européen. Et je suis convaincu qu'une bonne conférence européenne, après des élections européennes dans lesquelles finalement on a vu les taux de participation des électeurs augmenter, pourront donner la légitimité nécessaire au Parlement européen de déclencher ce processus. Il est clair que nous devons adapter les institutions à ce nouveau défi, qui est un défi sociétal, qui est un défi économique, qui est un défi géopolitique. Donc je suis absolument convaincu que ça, c'est la question à aborder l'aube, le jour et la nuit. Si ou quand je serai au Parlement européen, sans doute je serai membre de la Commission Affaires constitutionnelles et ça sera une des propositions sur lesquelles je vais me battre. Cher Sandro Gozzi, on se connaît depuis un certain nombre d'années et je ne reçois pas simplement l'homme politique, je reçois aussi quelqu'un qui est docteur honoris causa de notre université, de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Fribourg. Et je me souviens, lorsqu'il y a eu la première invitation, Sandro Gozzi disait que ses parents avaient eu une idée géniale, notamment sa mère, c'est qu'il est né un 25 mars, c'est-à-dire le jour de la signature des traités de Rome. Alors, je ne vais pas revenir à son année de naissance, mais je vais revenir un peu à 2005, parce que ce que vient de dire Sandro me semble être extrêmement intéressant et reprend aussi une des thèses que je défends de temps en temps, c'est que nous n'avons pas encore en 2019 tiré les leçons du double échec des référendums français et néerlandais sur le traité établissant une constitution européenne. Je le dis aussi en Suisse, où nous sommes habitués à la démocratie directe, où nous devons aussi, et nous avons peut-être plus l'habitude de tirer les leçons d'un échec. Et quand même, c'était deux pays fondateurs. Ce n'était pas un pays X ou Y qui est arrivé en 1995 ou en 2004. Et est-ce qu'aujourd'hui, pas seulement le Brexit, mais même s'il y a eu des améliorations au niveau du taux de participation en 2019, mais ça reste quand même relativement faible, il faut être clair, il ne faut pas se faire un peu de l'autosatisfaction européenne. Je trouve que l'autosatisfaction européenne est très, très contre-productive. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas fondamentalement une question à se poser d'équilibre géopolitique, d'équilibre social en Europe, et de revenir peut-être aux questions qui ont été escamotées en 2005, auxquelles nous n'avons pas répondu. Je me souviens très bien du débat qu'il y avait à l'époque entre la chancelière et le président de la République de l'époque, en 2007, mini-traité. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on est dans la mini-Europe. Pas la mini-Europe au niveau du nombre de pays, mais la mini-Europe au niveau de la réponse politique. Alors, c'est évidemment un peu provoquant, mais comme je suis professeur en études européennes, je peux être aussi provoquant. Mais je pense que là, il y a peut-être une réflexion plus profonde à avoir. Comment nous, les Européens, lorsqu'il y a des signaux lancés par des peuples, par des électeurs, dans un processus démocratique, comment nous y répondons? Et je pense que là, il y a beaucoup de déficits et beaucoup de travail à faire. C'est une question fondamentale. Je suis d'accord.
si tu me demandes quelle est la réponse, si j'ai une recette toute prête, non. Mais c'est poser la question de la relation, du rapport de l'Union européenne à la démocratie et de comment l'Union européenne, dans un moment où on remet en question, d'un côté, la démocratie représentative, de l'autre côté, la démocratie libérale. De comment l'Union européenne se pose dans ce débat, c'est une des questions fondamentales. Je dirais que c'est une des questions vitales que nous devons aborder. D'un côté, il y a une question de défiance, d'impatience, de ras-le-bol vis-à-vis de la démocratie représentative. Et on les voit dans plusieurs États membres. On n'a pas confiance dans les élus, on n'a pas confiance dans les élites sont détachées du peuple. Il y a un marché politique, excusez-moi cette expression un peu brutale, qui certains exploitent en disant le peuple contre les élites. Donc d'un côté, il y a une question de comment on donne une nouvelle vigueur et une nouvelle légitimité à la démocratie représentative. Et nous devons nous efforcer aussi au niveau européen de travailler sur de nouvelles formes de participation démocratique directe, pas pour remplacer, comme certains veulent faire par exemple en Italie, la démocratie représentative, mais pour la renforcer et pour avoir une voie complémentaire des dialogues entre citoyens et politiques, citoyens et institutions. Donc, et vous voyez que c'est quelque chose qui avance au niveau national. Je cite toujours l'exemple irlandais. Après tout, avec une nouvelle forme de participation démocratique et citoyenne, des assemblées tirées à sort, avec des citoyens irlandais qui ont travaillé ensemble, qui ont travaillé sur les réseaux sociaux, qui ont été protagonistes d'un débat de société en Irlande, l'Irlande, on peut être d'accord pour ou contre, ce n'est pas ça les points aujourd'hui, mais sur des questions fondamentales sur lesquelles l'Irlande a toujours été dans l'impasse, l'avortement et les mariages homosexuels, on a pu faire des avancées. Je ne vais pas ouvrir un débat sur l'IVG ou sur les mariages pour tous, bien évidemment, mais on a vu comment on a pu arriver à une décision populaire qui a été acceptée, dont la légitimité n'est remise en question par personne, par ceux qui ont gagné, par ceux qui ont perdu le référendum, grâce à un travail de participation citoyenne directe et nouvelle, participation démocratique qui n'avait pas de précédent. C'est que je crois qu'en France, on est en train de tirer les leçons de la crise des Gilets jaunes et nous devons poursuivre ce travail. En Italie, je crois que les défis, la provocation initiale du mouvement des 5 étoiles doit être reprise à notre compte, pas pour remplacer le Parlement, parce qu'il avait dit qu'il voulait ouvrir le Parlement comme une boîte de thon. Non, ça c'est la mauvaise voie. Mais de dire qu'il y a un besoin d'une nouvelle façon de participer, c'est sans doute une question vraie. C'est vrai en France, c'est vrai en Irlande, c'est vrai en Italie. Avec les crowdsourcing, cette, disons, contribution par la voie numérique directe. En Islande, on avait même arrivé, c'est vrai, l'Irlande n'est pas vraiment le plus grand pays du monde, mais on est arrivé à proposer un projet de nouvelle constitution. Ce que je veux dire, c'est que même au niveau européen, il faut préparer la nouvelle réforme avec un débat citoyen et une participation citoyenne sans précédent. Et ça c'est une façon de prendre compte de ces besoins, qui est un besoin fort et qui nous devons, qui peut devenir un avantage pour nous pour préparer la nouvelle réforme. Merci Sandro. Je vais maintenant passer la parole au public. La première personne à laquelle je vais la passer, c'est à Raphaël Baez, qui est le secrétaire... à François Chérix, alors. Oui. D'accord, mais François, tu ne m'en voudras pas. Je suis très, très satisfait de voir qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Je te donne tout de suite la parole. Et je vois aussi des étudiants des études européennes de Fribourg, ce dont je me félicite, que les jeunes aussi puissent s'exprimer, parce que je crois qu'il est aussi important, et je ne le dis pas du tout de façon démagogique,
qu'en Suisse, notamment, nous avons besoin de jeunes gens qui prennent une conscience européenne. Alors je donnerai la priorité sur les questions aux jeunes, même si au vieux briscard de l'Europe, qui est François Chéric, revient le soin de poser la première question. Oui, merci, d'autant plus que ma question va dans le sens de renouvellement et de la jeunesse. J'aimerais évoquer une question qui préoccupe éminemment les pro-européens suisses, notamment les fédéralistes, le NOMES, qui est au fond la question du récit, de la narration, de la story, c'est-à-dire de la transformation des concepts en communication. Nous savons tous que l'Europe, l'intégration en Suisse et ailleurs, ne peut avancer, ne peut progresser qu'avec la compréhension, l'adhésion, le soutien des citoyens et un minimum de sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance se détermine, c'est une question déterminante aussi pour les gens déterminés, par la narration, par le récit, par la capacité de mettre sur la place publique des mots compréhensibles et des messages qui interpellent et qui rassemblent les gens. Alors, quels seraient pour vous, cher président des fédéralistes européens, les axes centraux d'un nouveau récit, d'une nouvelle narration européenne qui permettrait de relancer l'intégration et qui serait compréhensible des citoyennes et citoyens? Il y a d'autres questions. Monsieur, je vois... Bon. Un des plus jeunes. Alors, je peux prendre un plus jeune. Je vous prends aussi... On va rassembler les questions. Alors, présentez-vous et posez vite la question. Et Sandro... Bonsoir. Merci déjà de nous faire l'honneur d'être là. Vous pouvez ouvrir. Alors, je suis étudiant ici à l'UNIL, à HEC, en 3e année. Et je me demandais, en fait, quand on a vu un peu le chaos qui règne en Grande-Bretagne avec cette histoire du Brexit, etc., il y a moult rebondissements, etc. Et on a entendu aussi un discours en France ou dans d'autres pays de Frexit, voilà, des exciteurs qui veulent partir, etc. Et est-ce que ce Brexit n'a pas rendu l'Europe un peu plus forte, n'a pas gagné aussi... n'a pas grandi, l'Europe n'a pas grandi de cette situation, disons. On sait qu'il y a des entreprises qui sont parties de Grande-Bretagne pour éviter le no deal. Quels sont les avantages, disons, de l'Europe, de cette situation? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Monsieur, vous avez une question? Attends, si un micro arrive. Je prends 3-4 questions. Je m'appelle Patrick de Bondelis, je suis à la fois bernois et français. Je voudrais revenir au Brexit sur 2 points de vue. D'abord, le référendum sur le Brexit. Ne pensez-vous pas que ce référendum était faussé dans sa forme, en ce sens qu'il s'est adressé au peuple britannique, alors qu'il aurait été bon, comme nous le faisons en Suisse dans des cas importants, de s'adresser à la fois au peuple et aux États, et d'exiger la double majorité du peuple et des 4 États formant le Royaume-Uni. Première question. Deuxième question, les conséquences d'un Brexit dur et éventuel. Ne pensez-vous pas qu'elles sont en fait beaucoup plus graves que ce à quoi on pense habituellement, en particulier réveil de la guerre civile en Irlande, disparition du Royaume-Uni par le fait que l'Écosse et l'Irlande du Nord demanderont leur indépendance, demanderont leur séparation du Royaume-Uni. Et s'il y a éclatement du Royaume-Uni, où vont les questions de défense? Il y a disparition des forces, en particulier de la Royal Navy, qui est si dépendante de l'Écosse. Et pour l'Europe, ça serait un véritable cataclysme. Voilà, que pensez-vous de tout ça? Merci. Vous voyez qu'il y avait des questions au fond. Il y a madame. Il y a un jeune homme là au fond. Oh là là. Alors, je vous prierai, si c'est possible, de poser les questions très brièvement et de ne pas faire une co-conférence.
Très bien, je vais très rapidement. Julien Blizner, je suis responsable pays pour l'Europe du Sud à la direction des affaires européennes, donc je parle en mon nom propre et pas pour le gouvernement suisse. Deux questions qui sont liées. La première, c'était, vous avez parlé de ce mécanisme de respect de l'état de droit qui serait imposé en gros aux pays d'Europe de l'Est. Comment est-ce que vous pensez mettre ça en place? Ce sera un espèce de mécanisme comme le mécanisme de coopération et de vérification volontaire qui fonctionne actuellement pour la Roumanie et la Bulgarie, ou est-ce que ce serait un mécanisme transversal sur une base volontaire? La deuxième question, c'est que vous avez parlé de ce retour des pays de l'Est, un peu qui devraient respecter l'état de droit, des normes en matière de corruption en contrepartie des fonds qu'ils reçoivent de l'Union européenne. Mais il y a quand même une problématique qui est la compréhension de ces pays qui se retrouvent, en fait, ils reçoivent des fonds, mais les entreprises européennes sont venues, dans ces pays elles ont investi, mais maintenant elles rapatrient leurs fonds, ils ont un énorme brain drain, énormément de jeunes sont partis de ces pays, et ils ont retrouvé in fine leur liberté il y a seulement 30 ans, et donc pour eux, déléguer autant de prérogatives à Bruxelles, ça pose un problème. Donc comment est-ce que vous pensez aborder cette problématique? Si, il y a madame... J'ai 3 questions brèves sur le renouveau de l'Union européenne. Vous étiez sur une liste qui avait certes plusieurs nationalités, mais la France, me semble-t-il, pour cette fois-ci, en tout cas, avait refusé les listes européennes des partis où il y aurait eu des listes pour toute l'Europe. Est-ce que vous y êtes favorable pour redynamiser l'Europe à l'avenir? Deuxième question, est-ce que vous êtes favorable à l'initiative législative parlementaire? Pour l'instant, le Parlement se prononce mais ne peut pas proposer des lois. Et d'autre part, de mieux faire connaître dans les pays de l'Union européenne l'initiative citoyenne, en rappelant qu'en France, c'est le même nombre de signatures qu'il faut que pour toute l'Union européenne, c'est-à-dire 1 million, ce qui ne me semble pas, je suis française et suisse, ce qui ne semble pas très participatif pour les citoyens, pour pouvoir, en France, c'est 1 million, dans l'Union européenne aussi, 7 pays et 3 ONG ou 3 associations qui lancent. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux faire connaître dans les pays de l'Union européenne ces initiatives citoyennes, enfin initiatives pétitions citoyennes pour redynamiser l'Europe? Juste devant vous. Jean Wallen, une petite question que je vais vous poser. Vous avez dit avancer. Je suis d'accord avec vous. Pour avancer, il va y avoir un sentiment de l'urgence. Ce sentiment de l'urgence, malheureusement, il n'existe pas en Europe parce qu'on est encore dans un état de bien-être considérable et on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire notamment en Chine avec les avancements technologiques et tout ça. Nous croyons encore, parce que nous sommes une première puissance économique au point de vue commercial, qu'on va plier. Et c'est nous qui devons nous plier pour avancer et prendre conscience. Il me semble qu'on devrait faire un effort dans ce domaine-là pour donner aux Européens le sens de l'urgence par rapport à ce qui se passe dans le monde. Merci. Il y avait 2 questions au fond. Il y avait voilà, un jeune homme, et puis une jeune dame. Alors il y a 2 questions à une dame et ensuite on arrête parce que malheureusement on ne peut pas faire. Sinon il est obligé de refaire une conférence de 4 heures. Bonjour, Pierre Bouquier de l'EPFL. Ma question, c'est que vous avez parlé des différentes densités donc, au sein de l'Europe. Est-ce que vous pourriez envisager une Europe à plusieurs vitesses à partir de ce moment-là, entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est? Je tiens à dire ici que la différence entre Europe de l'Est et Europe de l'Ouest est, à mon avis, aujourd'hui dépassée et qu'il faudrait arrêter de parler d'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Si vous dites à un Slovaque qu'il est de l'Europe de l'Est, il ne sera pas content du tout. Bonjour, Hubert de l'EPFL aussi. Donc ma question aussi portait sur cette dimension d'Europe à plusieurs vitesses. Donc vous avez soumis l'idée qu'il y ait des pays qui se regroupent pour avancer un peu en pionnier. Mais quand on voit actuellement qu'en France, typiquement c'est Marine Le Pen qui talonne Emmanuel Macron, qu'en Italie c'est donc des partis anti-européens qui sont au pouvoir, ou en Allemagne l'AFG qui monte, sur quelle base comptez-vous monter ces forme de pays pionnier pour faire avancer l'Europe? Merci. La dame ici, c'est la dernière question. Voilà. Bonsoir. Samedi, il va y avoir une manifestation. Si, il est allumé. Vous avez commencé votre présentation en parlant d'une Europe verte, une Europe écologique qui a été... ça a été à peu près absent des dernières élections européennes. Peu de partis ont pris ce sujet comme sujet de campagne. Il y a une manifestation gigantesque qui va avoir lieu samedi. Est-ce que ça peut être un des points sur lesquels l'Europe peut se retrouver pour pouvoir avancer, Brexit ou pas? Disons que vous avez parlé de remplacer. Donc, est-ce qu'on peut remplacer ou est-ce qu'on peut remettre au centre du fonctionnement européen l'écologie avec
toutes ces implications financières, politiques et sociales que ça peut représenter. Je demande à Sandro Gozzi l'impossible, c'est de répondre à toutes ces questions le plus rapidement possible. Oui, en campagne électorale, un des slogans, c'était « Soyez progressiste, demandez l'impossible ». Donc, mais le professeur Casasus a démontré d'être un vrai progressiste en me demandant de faire l'impossible. François, évidemment, j'ai échoué parce que mon discours, c'était une tentative d'une nouvelle narration aussi sur l'Europe. Mais si tu me poses la question, tu as tout à fait la légitimité. Ça veut dire que j'ai échoué dans mes propos parce que j'ai essayé de proposer les raisons pour une autre Europe de façon différente. Au moins, j'ai essayé, mais pour moi, l'Europe, c'est un multiplicateur d'opportunités de sécurité et de protection. Il faut expliquer aux citoyens européens qu'avec la construction européenne, ils n'ont rien à perdre et tout à gagner parce qu'ils n'enlèvent rien de leur identité, de leurs droits, de leurs spécificités, mais c'est un multiplicateur d'opportunités, notamment pour la jeunesse. C'est un multiplicateur de sécurité et c'est un multiplicateur de protection. Et c'est autour de ces fils rouges, d'après moi, qu'on doit développer un nouveau récit. La question, les référendums étaient faussés. C'est un choix. Je ne veux pas rentrer, d'ailleurs, c'est tellement compliqué, ce n'est même pas écrit. Je ne veux pas rentrer dans un débat des droits constitutionnels britanniques. Ils ont choisi de faire un référendum en demandant au peuple britannique de choisir s'y rester ou pas. Je ne suis pas à ma connaissance, il n'y a jamais eu un cas comme celui que vous avez évoqué. À ma connaissance, il n'y a jamais eu ça. Je vois mal comment, dans une question fondamentale comme celle de l'appartenance de l'Union européenne, on aurait pu faire ça. Je le comprends d'un point de vue fédéral suisse, mais semble... Honnêtement, messieurs, je ne suis pas un expert des droits constitutionnels britanniques, donc je ne sais pas répondre à votre question. Le référendum est une nouveauté au Royaume-Uni. Ça n'est pas du tout. Non, c'est pas du tout, parce qu'ils ont adhéré avec un référendum à l'Union européenne. Donc, oui, mais c'est pas. Donc, ils ont adhéré avec un référendum. Ils ont décidé de sortir avec un référendum. Ce n'est pas du tout une première, les référendums. Et les restes, moi, je crois que les plus nous sommes constructifs et les plus on arrête de traîner et on trouve une bonne solution pour la sortie du Royaume-Uni, les plus on peut éviter les risques que vous avez évoqués. Et ce sont des risques réels. Je constate que la majorité des électeurs du Parti conservateur, selon les sondages, selon les opinions polls, ont même dit que Brexit, oui, même si l'Écosse devait sortir. C'est ça que les conservateurs britanniques ont dit. Messieurs, on ne va pas faire un débat. Je suis en train de vous donner votre réponse. Si la réponse ne vous satisfait pas, je veux dire, tant pis. Mais je voudrais vous répondre, pas engager dans un débat, avec tous les respects pour vous, mais pour toute l'audience. Donc, d'après moi, sans doute, c'est un risque réel qui a été évoqué à Londres en disant on doit aller de l'avant quand même, qui a été évoqué à Édimbourg. Nous savons très bien, et il y a la volonté et du Boris Johnson aussi, d'éviter de remettre en question le Good Friday Agreement. Toutes les questions que vous avez évoquées sont là. Je crois que les plus rapides nous sont à trouver une bonne solution pour la sortie du Royaume-Uni. Les plus nous donneront les moyens d'éviter ce que vous dites et de construire un partenariat, notamment pour la sécurité, avec le Royaume-Uni, qui justement doit répondre aux exigences que vous avez évoquées. Et ça aussi, avec vous aussi, je constate que j'ai raté mon speech parce que j'avais insisté justement pour les partenariats futurs sur la sécurité avec le Royaume-Uni après le Brexit. Mais c'est de ma faute. L'état de droit, nous pensons tout d'abord qu'il faut nous donner des moyens supplémentaires plus efficaces pour prévenir et sanctionner les risques de graves violations à l'état de droit. Et nous avons fait une proposition bien concrète, introduire une nouvelle conditionnalité liée à l'état de droit, et donc suspension des fonds européens dans les cas où il est constaté par l'Union européenne des graves atteintes ou des graves risques de violation de l'état de droit dans un État membre de l'Union européenne. Ce n'est pas une question d'Est ou Ouest. On peut avoir ça aussi dans un pays fondateur.
Dans les pays dans lesquels je suis né, on a risqué de violer l'état de droit avec plusieurs décrets de l'ancien ministre de l'Intérieur. Et on n'est pas un pays de l'Est, on n'est pas un pays nouveau, on est un pays fondateur. Donc, quand moi, au Conseil, quand moi, sous présidence italienne du Conseil de l'Union européenne en 2014, j'ai insisté énormément pour commencer à introduire un dialogue sur l'état de droit, et c'était l'initiative italienne de 2014 qui a permis au Conseil de commencer à discuter. Le Conseil avait toujours refusé de débattre d'état de droit. Et maintenant, on a un dialogue de l'état de droit. Je disais à mes collègues hongrois et polonais, pourquoi vous pensez que je pense à vous? Moi, je pense à moi. Parce qu'en tant que citoyen européen, je veux avoir la garantie que si jamais un demain, mon gouvernement viole l'état de droit, l'Union européenne est là pour assurer que mes droits, mes prérogatives en tant que citoyen européen soient toujours respectés. Donc, le mécanisme pour l'état de droit n'est contre personne. C'est pour tous les citoyens européens. Et je crois qu'il faut introduire, il faut mettre quelque chose à l'intérieur, au milieu, entre les procédures d'infraction que la Commission européenne déjà utilise, mais qui ne sont pas suffisantes dans plusieurs secteurs, et l'article 7 du traité de l'Union européenne d'aujourd'hui, qui, évidemment, a un processus tellement compliqué qu'il sera toujours bloqué à un moment ou à un autre. Donc, il faut introduire un nouveau mécanisme de vérification, d'évaluation, qui, d'après moi, devrait être interinstitutionnel. Il y a un rapport formidable du Parlement européen qui a été adopté en 2016, qui a introduit un mécanisme de coopération interinstitutionnelle pour l'évaluation de l'état de droit. Il y a des propositions qui avaient été faites à l'époque, on était collègues au Conseil Affaires Générales, Didier Reynders, à l'époque ministre des Affaires étrangères de la Belgique, aujourd'hui commissaire désigné pour la justice, pour introduire ces mécanismes. Je crois qu'il faut aller dans cette direction et je suis très orgueilleux que ce soit le président Macron et le gouvernement français aujourd'hui qui sont à l'avant-garde avec d'autres, avec l'Allemagne, avec la Suède, j'espère à nouveau maintenant avec l'Italie, avec la Commission européenne, pour aller dans cette direction. Les listes nationales, moi je vous remercie de votre question. Parce que la personne qui a lié les 73 sièges du Brexit finalement à l'introduction des listes nationales, parce que c'était la seule manière de pouvoir convaincre les États membres à les introduire, c'est la personne qui vous parle ce soir. À 3 semaines du Brexit, au Conseil informel de Bratislava, en juillet, je présente une proposition à mes collègues au Conseil en disant « Chers collègues, ça fait longtemps que le Parlement européen parle des listes nationales. On n'a jamais pu les introduire parce que chacun de nous devait renoncer à des sièges. Maintenant, on a un problème qui s'appelle Brexit, mais on a aussi des opportunités institutionnelles parce qu'au lieu de distribuer entre nous les 73 sièges britanniques, on peut les utiliser tous ou une partie pour finalement introduire des listes nationales qui ne font que multiplier, l'Europe qui multiplie les opportunités, multiplier les droits des citoyens européens qui pourront élire pas seulement leurs représentants au niveau national, au niveau régional, mais aussi finalement voter directement des mouvements politiques européens. Parce que les listes nationales, ce sont les embryons des véritables mouvements politiques européens. Ça fait depuis 1993 qu'on parle dans l'Union européenne des partis politiques européens. Les traités de Maastricht parlent des partis politiques européens. Mais ce ne sont pas des vrais partis. Ce sont des confédérations des partis nationaux. Ne font pas de la politique. Et parfois ne sont même pas très européens. Mais ça, bon. Mais pour cause, on ne les élit pas directement, on ne les vote pas directement. Donc, je crois, et c'était depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a travaillé France-Italie main dans la main. C'est là que j'ai commencé à travailler avec Nathalie Loiseau. Et on a mené ensemble. Donc, la France, pas seulement, ne s'est pas opposée. Mais c'est un engagement de campagne électorale du président Macron qui a confirmé de la discours de la Sorbonne et qui a permis à moi et à ma collègue de l'époque, Nathalie Loiseau, de faire des démarches conjointes au Conseil et au Parlement européen. Au Parlement européen, les PPE, en pleine incohérence, les partis populaires européens, pas tous, les Espagnols ont voté pour, certains Français ont voté pour, mais en pleine incohérence avec un débat fondamental et l'histoire de ces groupes politiques, ils ont décidé de voter contre. Après qu'il y a eu plusieurs rapports, et Pascal Fontaine, je crois qu'elle est là pour se rappeler, plusieurs rapports dans lesquels ils avaient
ils étaient favorables. Je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur. J'en ai parlé aussi avec mon ami et mon prédécesseur Elmar Brok, qui m'a précédé comme président de l'Union des fédéralistes européens. C'est une erreur, mais c'est une erreur qu'on peut dépasser. Parce qu'on a engagé la présidente Ursula von der Leyen à présenter des propositions justement sur les thèmes fondamentaux pour donner une nouvelle vigueur à la démocratie européenne. Les listes nationales, elles s'est engagée, et je crois qu'on devrait les introduire, les décider dans la première partie de la législature. Il ne faut pas attendre la fin. Tout de suite, maintenant, on doit les faire. Sur les droits d'initiative législative du Parlement européen, notre position, même en campagne électorale, est tout à fait favorable parce qu'il y a un nouveau temps, on est dans une nouvelle époque, et je crois que déjà, même sans réviser les traités, on peut utiliser des accords internationaux selon lesquels, avec la demande d'un certain nombre de députés, d'un certain nombre de groupes, la Commission européenne peut s'engager à présenter des propositions législatives. Il y a moyen d'aller tout de suite dans la direction que vous souhaitez. Il faut sans doute repenser, simplifier les initiatives des citoyennes européennes. Il faut aussi revoir un peu les mécanismes des pétitions. Ce sont tous des engagements que nous avons pris en campagne électorale avec la liste Renaissance. Ce sont toutes des priorités que nous voulons mener à bien au Parlement européen et aussi au Conseil. Je suis d'accord avec les sentiments d'urgence et c'est parce que je l'ai appris par un grand père fondateur de l'Union européenne, que je n'ai pas connu directement pour raison des générations, mais c'était quelqu'un qui a pensé l'Union européenne en parlant en allemand avec Schuman et avec Konrad Adenauer. Parce que vous savez que De Gasperi, Adenauer et Schuman, ils se parlaient en allemand entre eux. Parce que De Gasperi avait été un député autrichien quand les Trentino-Alto Adige faisaient partie de l'Empire autrichien, et parce que Schuman était alsacien, et parce qu'Adenauer parlait allemand. Laurent Luxembourgeois. Voilà, exactement. Donc, De Gasperi disait il faut que nous montrions d'avoir le sens de l'urgence et le sens de la clairvoyance. Senso dell'urgenza et senso della lungimiranza. C'est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, avec votre critique. L'Europe n'a pas assez eu les sentiments d'urgence. Elle a été victime de la dictature de l'urgence. Donc, elle est toujours intervenue à la dernière minute, sous l'urgence. Urgence des marchés financiers, les attaques à la zone euro, la pression migratoire, la crise migratoire, etc. Mais il n'a pas eu les sentiments de l'urgence. Il est urgent de réformer l'Union européenne et c'est absolument les discours que nous tenons et les défis géopolitiques. Et le fait qu'on est dans un nouveau désordre global et que les nouveaux ordres qui pourraient sortir de ce désordre, ça peut être un ordre qui ne va pas du tout dans le sens que nous souhaitons, qui ne va pas du tout dans le sens de nos valeurs, qui ne va pas du tout dans le sens de nos principes, qui ne va pas du tout dans le sens de nos intérêts. Parce que si nous restons dans le statu quo dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous déléguons à Washington et à Pékin la tâche de redessiner le monde de demain. Je crois que nous ne pouvons pas nous le permettre. Et c'est ça, d'après moi, l'essence de l'urgence que nous devons montrer et sur lequel nous devons sensibiliser les citoyens. J'ai déjà expliqué sur quelle base il faut avancer dans cette Europe que j'appelle à densité variable. C'est justement parce que j'ai dit notre pire ennemi, c'est le statu quo, mais nos adversaires sont les nationalistes. Donc, justement, c'est pas. Moi, j'inverserai la question de l'étudiant. C'est pas en me demandant, oui, mais demain, on pourrait encore avoir Matteo Salvini au gouvernement en Italie, ou demain, j'espère vraiment que non, on pourrait avoir Marine Le Pen à l'Élysée. Alors, comme demain, il pourrait avoir ces risques, aujourd'hui, on ne doit pas avoir une Europe de la volonté, on ne doit pas créer un groupe dynamique des peuples d'État. C'est exactement le contraire. C'est justement parce que nous avons besoin des résultats. Nous avons besoin de solutions concrètes. Nous avons besoin d'une Europe efficace et rapide
à apporter les solutions, que nous devons aujourd'hui lancer une Europe de la volonté du libre choix, en lançant des groupes de pays, apporter les solutions qu'il nous faut, parce que si nous restons dans le statu quo, alors là, oui, on est assuré en demain de la victoire des nationalistes. Et donc, je crois que le choix que nous devons faire, c'est celui-là. Nous devons faire celui-là. C'est celui, aujourd'hui, de faire redémarrer la construction européenne, justement pour montrer qu'il y a des réponses européennes communes ensemble beaucoup plus efficaces que les fausses réponses nationalistes. Et pour cela, on ne peut pas se permettre d'être bloqué par tel ou tel autre pays. On ne doit pas obliger personne, mais on ne peut pas être paralysé par les veto de tel ou tel autre pays, toujours sur la base du libre choix. Et oui, je crois que l'Europe puissance verte et la question de la transition écologique doit être au centre de l'action de l'Union européenne. Il y a toute une série de propositions que nous avons faites et sur lesquelles von der Leyen, la présidente von der Leyen s'est engagée, créer une banque finance-climat, atteindre les objectifs de neutralité carbone. Nous voulons insérer le respect et l'engagement des accords de Paris dans tous les nouveaux accords commerciaux que nous allons négocier et signer avec nos partenaires globaux. Ce sont tous des instruments importants dont l'Europe dispose ou peut disposer, qui vont exactement dans le sens de faire une Europe puissance verte, de faire de l'Europe les principaux instruments pour donner les réponses à toute l'humanité, je dirais, mais surtout à une jeunesse qui, justement, est de plus en plus impatiente sur leur avenir, qui est la question de la transition écologique. Je vous remercie. Dans ses mémoires, Jean Monnet, et les mémoires sont pleines de très belles citations pour conclure un débat, c'était lui-même Ibn Saoud qui disait « Pour atteindre un objectif, tout est bon, même et surtout l'obstacle ». Donc je crois que ce soir, on a vraiment connu tous les obstacles, donc nous allons réussir. Merci beaucoup pour votre présence. Merci au public qui a été si attentif et si chaleureux. Et donc à la prochaine fois.